Alors que l'univers légendaire de la Terre du Milieu n'était reconnaissable que par ses livres et son vieux film d'animation des années 80, un grand fan de la franchise a eu le courage de dépoussiérer le projet pour proposer la trilogie de films que nous connaissons tous aujourd'hui. En effet, Peter Jackson est le réalisateur qui est parvenu à faire du neuf avec la vieille fantasy au début des années 2000. Et tandis que la série Prime Video commence à voir le jour, on est en droit de se poser des questions concernant l'évolution de cette franchise dans la pop culture qui a énormément changé en 20 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup considèrent la trilogie Le Hobbit comme moins bonne que Le Seigneur des Anneaux, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi la série Prime Video ne détrônera pas cette même trilogie déjà riche en problèmes, mais malgré tout gardée sous l'œil bienveillant de Peter Jackson. À l'âge de 17 ans, ce jeune homme découvre l'univers de fantasy Le Seigneur des Anneaux par le film d'animation de 1978. Après s'être plus amplement intéressé à ce titre, il finit par tomber littéralement amoureux des livres de Tolkien. Plus d'une dizaine d'années plus tard, il ne comprenait pas pourquoi l'industrie du cinéma ne s'était jamais intéressée à cette œuvre, voyant de quoi était capable la technologie avec des films comme Jurassic Park sorti en 93. C'est donc en 1995 que Peter donne vie à son idée de transposer ses livres au cinéma avec son épouse Fran Walsh, qui prendra également une place importante dans ce projet. Ce dernier aura pour but d'adapter la trilogie de romans de J.R.R. Tolkien, La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi au cinéma, n'ayant pas eu les droits pour Le Hobbit, qui aurait pu être une excellente façon de démarrer la franchise en douceur. Vous imaginez à quel point le monde que nous connaissons serait différent si Peter Jackson avait commencé la franchise par Les Hobbits? Je vous laisse méditer. Aux yeux du réalisateur, cette trilogie cinématographique de fantasy américano-néo-zélandaise de 2001 à 2003 avait pour objectif d'être l'une des plus ambitieuses de l'histoire du cinéma sur un budget allant jusqu'à 285 millions de dollars. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, cette somme est devenue une norme juste pour un seul gros blockbuster, mais il faut prendre en compte que 285 millions de dollars pour l'époque était une somme colossale par rapport à l'inflation qui n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Il faut également prendre en compte que le projet était à l'origine parti pour être un double film de 75 millions de dollars de budget pour finalement devenir un seul long métrage de 2 heures en retirant des tonnes d'éléments importants avec des mélanges bizarres. Par exemple, retirer Saruman, faire du Rohan et du Gondor le même pays, qu'Éowyn devienne la sœur de Boromir et tout un tas d'autres absurdités poussant Peter Jackson à porter ses balls et dire à la production « Stop ». C'est donc le premier indicateur prouvant que ce dernier portait réellement l'œuvre de Tolkien dans son cœur, sous l'œil malveillant du capitalisme. Malheureusement pour lui, la tâche ne fut pas simple pour vendre à nouveau son projet auprès d'autres producteurs d'Hollywood, quand ces derniers refusèrent tous, sans exception, jusqu'à ce que le studio New Line Cinema arrive pour dire « Mais dis-moi, ton projet consiste bien à faire 2 films, alors qu'il y a en réalité 3 livres. Ça ne te dirait pas de faire plutôt 3 films ?» Et c'est ainsi que Le Seigneur des Anneaux est devenu la trilogie qu'on connaît aujourd'hui. Si Peter Jackson n'avait été qu'un yes man sans âme, comme on en compte des centaines dans ce milieu, on se serait probablement tapé une espèce de vieux Eragon de 2 heures que tout le monde aurait oublié 2 mois plus tard. Cette trilogie représente en réalité 8 ans acharnés de développement avec plus d'1 an de tournage cumulé intégralement en Nouvelle-Zélande. Tout ça pour nous raconter l'histoire de Frodon Sakay, un jeune hobbit qui hérite d'un anneau, l'unique dont le Seigneur des Ténèbres Sauron en est le propriétaire et fera tout pour remettre la main dessus. En effet, cet objet confère des pouvoirs à ses possesseurs. Une union de différentes races se met d'accord pour accompagner notre héros dans sa quête, consistant à détruire l'anneau pour réduire à néant l'âme de Sauron qui y habite. Et pour ce, il va devoir faire un long chemin car la seule solution pour détruire cet objet consiste à le jeter dans la crevasse du destin, là où ce dernier a été créé. Le problème, c'est que tout le monde est corrompu, en particulier les orques qui envahissent de plus en plus la Terre du Milieu au service de Sauron. Au fur et à mesure de son aventure, Frodon va comprendre que le destin du monde ne repose que dans le petit creux de sa main. Ayant lu les livres, j'avoue personnellement trouver l'adaptation extrêmement pertinente car elle conserve le plus important en exonérant le superflu avec une touche de narration très cinématographique que Tolkien n'avait pas dans sa vision. Certes, pas mal de choses sont discutables comme la conclusion de Frodon qui ne peut être comprise que par les lecteurs d'origine, mais à la différence des livres, l'intrigue sera beaucoup plus centrée sur ce protagoniste dans un premier temps, puis sur Aragorn dans un second. Tout ce qui ne touche pas à ces grands arcs narratifs sera écarté pour raconter une histoire à la fois proche des livres,
mais très libre dans son récit. Tolkien avait compris comment faire d'une épopée simple une aventure féerique en se basant principalement sur la découverte de l'inconnu. D'où l'intérêt de se focaliser sur Frodon, un jeune hobbit étant une race de semi-hommes ne connaissant rien à l'aventure. Ce procédé tout simple permet de concentrer le spectateur sur un sujet bien précis dans lequel il se reconnaîtra. Malgré la naïveté des hobbits et leur besoin permanent d'exprimer leur amour pour leur entourage, « Monsieur Frodon, je vous aime !» beaucoup d'éléments de leur quotidien nous rapprochent d'eux bien plus que les hommes qui sont, dans cet univers, une reproduction parfaite du Moyen-Âge européen avec un système de royaume. Le spectateur va donc découvrir à peu près tout ce que Frodon percevra pour la première fois durant cette aventure. Aussi ironique que ça puisse paraître, les légendaires romans du Seigneur des Anneaux ont été visionnaires au point d'être toujours d'actualité dans leurs propos, dénonçant la société de corruption où l'évolution de l'industrie détruit tout sur son passage à vitesse grand V, ou encore la faiblesse de nos proches qui se soumet aux plus puissants dans une simple quête de confort et de plaisir rapide. Il faut nous rallier à Sauron. Ce serait plus sage, mon ami. Dites-moi, ami, quand Saruman le sage a-t-il abandonné la raison pour la folie? Pour ce, Tolkien oppose deux extrêmes entre la comté, la terre fertile du bonheur, inspirée de la vieille Irlande, et le Mordor, les enfers de l'impérialisme qui ne ressent ni amour ni empathie, juste là pour parasiter tout ce qu'il touche afin de continuer d'exister tant qu'il reste encore de la vie à dévorer quelque part. Comme je vous l'ai déjà dit, sans Peter Jackson, la trilogie des Anneaux serait bien loin du résultat que l'on connaît aujourd'hui. En plus de respecter l'univers à la lettre sur sa forme, il y ajoutera sa patte artistique, ses effets de profondeur dans son découpage sévèrement sélectionné pendant le développement. Il en profite également pour mettre en avant un casting basé essentiellement sur des acteurs qui commençaient à peine à se démarquer à l'international pour l'époque et qui ont su graver toute une génération. D'où l'intérêt d'écarter un Sean Connery motivé pour endosser la peau de Gandalf pour privilégier les visages plus neufs comme ceux de Ian McKellen. Et c'est sans parler de la performance d'Andy Serkis en Gollum qui expérimentait une technologie encore nouvelle à l'époque mais qui s'est perfectionnée avec le temps et la trilogie du Hobbit était un véritable point final. Cette trilogie est devenue également connue pour son image spectaculaire avec un étalonnage qui met en avant les décors et la beauté de la Nouvelle-Zélande, la terre chérie de Peter Jackson. C'était presque un argument de vente pour les télés HD de l'époque. Et la musique composée par Howard Shore avait pour principe de bien faire monter l'épicness sur les moments de tension. Vous ne m'avez pas tué, moi! Alors vous ne le tuerez pas! Le Rohan est à moi. Le succès critique et commercial de cette trilogie a été fulgurant, rapportant près de 3 milliards de dollars en salle avec pas moins de 17 Oscars sur 30 nominations. Le Seigneur des Anneaux a changé la sphère de la pop culture, une nouvelle génération de geeks est née. Et forcément, dans l'eau, le capitalisme de Sauron s'en est emparé au mieux qu'il pouvait, parfois en bien, parfois en mal. Bref, c'est une mission accomplie pour Peter Jackson qui avait l'intention de renouveler la sauce Tolkien à la nouvelle génération. Alors certes, la communauté de l'anneau est celui qui commence le plus à piquer les yeux visuellement dans ses effets spéciaux aujourd'hui, mais il reste malgré tout celui dans lequel ma nostalgie se retrouve le plus. Ce film me transporte tellement que je ne peux même pas décrire mon ressenti subjectif profond. Mais l'approche fut très différente pour la trilogie Le Hobbit de 2012 à 2014, puisque la mission n'est cette fois-ci plus d'adapter 3 énormes romans, mais plutôt de se baser uniquement sur le premier livre de Tolkien issu de la Terre du Milieu, The Hobbit, connu en France sous le nom de Bilbo le Hobbit, paru en 1937. C'est-à-dire qu'au lieu de retirer des éléments, ils vont au contraire en rajouter suffisamment pour faire en sorte que ce roman tient sur 2 films de plus de 2 heures sur papier, si ce n'est plus en version longue. Puis, la décision de la production change en plein développement en se mettant d'accord pour 3 films, Un voyage inattendu, La désolation de Smaug et La bataille des 5 armées. Pour ce, les scénaristes vont piocher quelques éléments provenant de l'univers étendu, comme les appendices et l'annexe de Tolkien. Le problème, c'est que depuis 2005, des conflits existaient déjà entre la société New Line et Peter Jackson, poussant la production à écarter le réalisateur du projet en 2007.
Mais les fans et l'équipe ont crié si fort que ce dernier a fini par être réinséré uniquement en tant que producteur exécutif. À vrai dire, la réalisation d'une nouvelle trilogie l'effrayait par peur de décevoir les fans, et il avait raison. C'est la raison pour laquelle le talentueux Guillermo del Toro a été choisi pour reprendre les commandes en plus de travailler en tant que co-scénariste. Une fois que tout ce beau monde s'est mis en place, cette trilogie a enfin pu démarrer pour se centrer cette fois-ci sur Bilbon Sakai qui sera appelé par Gandalf le Gris pour aider un groupe de 13 nains d'Erebor à reconquérir le mont solitaire prise par le redoutable dragon Smaug. Mais cette aventure sera entrecoupée de parallèles sur les origines de la renaissance de Sauron. Comme je vous le disais, il devait y avoir 2 films à l'origine dus à la petite taille du bouquin. Le premier s'intitulera Le Hobbit, un voyage inattendu, et le deuxième, Le Hobbit, histoire d'un aller-retour. Ce n'est qu'en 2012 que le réalisateur annonce que cette saga sera finalement une trilogie où le dernier film sera renommé La Bataille des 5 armées afin de rendre ce dernier plus vendeur, et vous allez voir que cette décision est symptomatique des problèmes de cette trilogie. On a donc dû rallonger une histoire pouvant être compilée dans 2, voire un gros film de 3 heures de façon plus digeste, ce qui fait qu'on se retrouve avec un troisième film plus court, très détaché des autres, qui va préférer se débarrasser de l'intrigue principale du roman dès l'introduction en racontant une plus petite parcelle du livre qui est bien sûr la bataille des 5 armées, d'où l'importance de la présence d'Azog en dualité face à Thorin, dualité qui n'a bien sûr jamais existé à l'origine. Ce qui nous laisse une adaptation énormément perplexe, c'est fidèle dans ses grandes lignes, mais discutable sur bien trop d'éléments qui trahissent parfois la vision de l'auteur d'origine. De plus, le schéma de l'aventure vue par un hobbit, que l'on connaissait déjà dans Le Seigneur des Anneaux, se répète dans ces films pour que le spectateur puisse s'identifier à quelqu'un au démarrage. On se retrouve donc avec quelque chose de presque pareil, mais un peu moins bien. Ceci étant dit, on peut noter des ajouts intéressants pour relancer l'intérêt de cette adaptation par rapport à la précédente trilogie. On emprunte des personnages issus de l'univers étendu pour les intégrer directement au fil rouge. Je pense par exemple à Radagast le Brun, qui est une excellente surprise, conforme à la description de l'amoureux de la nature, et particulièrement bizarre. Soufflez. Mais surtout, les scénaristes ont jugé bon de placer un antagoniste moins impressionnant que le dragon Smaug, mais suffisamment fort pour créer une rivalité face à l'un des personnages principaux les plus importants de la trilogie, Thorin, écu de chêne, magnifiquement interprété par Richard Armitage. C'est une chose que beaucoup de détracteurs omettent dans leur jugement, c'est qu'une grande majorité des nombreux personnages présents à l'écran seront notés soit d'un caractère qui leur est propre, soit d'une psyché leur conférant une véritable identité. Beaucoup ont été travaillés, même si certains tournent rapidement au vinaigre, comme le triangle amoureux très mal exécuté entre Tauriel, Kili et Legolas. Chose qui a fait beaucoup de mal à l'actrice Evangeline Lilly, à qui on lui avait justement promis de ne pas l'insérer dans un nouveau triangle amoureux après Lost. C'est un des nombreux éléments qui prouvent que le Hobbit cherche à faire pareil qu'avant, mais en moins bien, car la romance entre Aragorn et Arwen servait déjà de propos contre les discriminations dans la trilogie originale. Étrangement, cette origin story est très différente dans sa réal qui ressemble beaucoup plus à une cinématique de Blizzard, mais étalée sur plus de 2 heures par film. Probablement dû au fait que cette trilogie a eu recours à beaucoup plus de fonds verts et d'effets numériques, au point où Ian McKellen a fini par craquer, épuisé de faire semblant de parler avec des gens sur un fond vert pendant des heures. Faire semblant d'être avec 13 personnes alors que tu es en fait seul a poussé mon jeu dans mes retranchements. Alors j'ai craqué et je me suis mis à pleurer pour de bon. Ce n'est pas pour ça que je suis devenu acteur. Mais au moins, même si on a l'impression de regarder une cinématique du Roi Lich, il faut reconnaître que c'est LA cinématique de geek à retenir. Et on le ressent davantage avec Azog, qui selon moi est le seul élément incontestable visuellement, car le faire en maquillage n'aurait pas pu retranscrire aussi bien les expressions du visage, important pour la dualité face au héros. Même si le manque de temps finit par se faire ressentir lors de certaines scènes qui ne peuvent pas s'empêcher de tomber dans l'exagération à la Peter Jackson, n'est-ce pas King Kong ? Ainsi que les derniers trous d'écriture qui ont été rafistolés par plus d'une dizaine de facilités scénaristiques dans le dernier film, Deus Ex Machina à tout va, et j'en passe. On se retrouve donc avec des scènes de bataille moins impressionnantes car entièrement faites en images de synthèse, ce qui donne des moments parfois grotesques qui piquent les yeux. Malgré la surcouche d'effets spéciaux, Peter Jackson a insisté pour tourner en Nouvelle-Zélande, mais une grande partie du reste sera en CGI. Heureusement qu'Howard Shore est toujours à la musique pour faire passer la pilule. La photographie va également créer
créer un fossé par rapport au Seigneur des Anneaux, en donnant cet aspect très geek avec des couleurs très, peut-être trop saturées. Ceci dit, artistiquement parlant, je pense que ça colle avec l'ambiance que cherche à proposer cette trilogie par rapport à la précédente. Rappelons qu'on est sur une aventure plus bon enfant, plus joyeuse, malgré les tragédies qui suivent, là où le Seigneur des Anneaux symbolisait sèchement la guerre. Et pourtant, on remarque que ces fameuses couleurs éclatantes étaient déjà présentes dans la comté des Hobbits de la communauté de l'anneau. Cette période de sortie cinéma, cumulée au supplément 3D insupportable qui faisait mal aux yeux, était aussi accompagnée de ces versions longues qui, avec le temps, se sont converties en DLC du cinéma. Ça devient d'autant plus flagrant avec Tror, qui est subtilement effacé dans sa version courte, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Le problème, c'est qu'effacer ce personnage change complètement la vision de cette scène et par concordance du film entier. Ce système de version longue a permis en revanche de se retrouver avec des séquences relativement violentes qu'on ne pourrait laisser au grand public. C'est la raison pour laquelle Justice League Snyder Cut s'était lui aussi permis plus de liberté dans son agressivité. Résultat des courses, malgré un budget doublé ou plus, le Hobbit a finalement dépassé les 2 voire 3 milliards de dollars de recettes au box-office. D'un point de vue plus personnel, je trouve un voyage inattendu presque parfait. J'adore ce film. La désolation de Smaug est clairement trop long et la bataille des 5 armées reste agréable à regarder, mais nous noie dans un océan de clichés et d'idées de mauvais goût. Tu es un lâche. Un lâche? Un homme qui a le courage de porter un corset? Je pense que vous l'avez compris, le développement de cette trilogie fut très différent de la première. Certes, une bonne partie de l'équipe d'origine était présente, mais beaucoup de facteurs importants ont aggravé la situation pendant la production. Entre les problèmes de contretemps, la décision de passer de 2 à 3 films prises en plein tournage, Guillermo del Toro qui quitte le projet pour des raisons financières, laissant Peter Jackson seul dans la réal et l'écriture sans trop lui laisser le choix. Les conflits concernant les conditions de travail des acteurs en Nouvelle-Zélande, Peter Jackson qui a dû se faire opérer suite à un ulcère perforé, la pression de la prod qui voulait absolument sortir un film par an pour Noël, l'organisation bordélique où notre réal se retrouvait à devoir tout gérer seul sans storyboard, bref, toutes les cartes étaient réunies pour que la trilogie Le Hobbit soit catastrophique. Et pourtant, on se retrouve avec une série de films plus que corrects parce que Peter Jackson était encore là, parce qu'il aime cet univers, parce qu'il s'est battu pour sauver son travail. Vous n'avez pas idée à quel point nous passons à côté d'une quantité phénoménale de projets ambitieux à cause de producteurs trop exigeants et de yes man qui acceptent à peu près tout ce qu'on leur demande. L'exemple parfait pour moi est la série The Witcher qui avait l'opportunité de devenir une très grande série mémorable si seulement elle avait été confiée à des artistes plus insolents envers leurs dirigeants, ayant mieux compris les livres. Malgré tous ses défauts, cette trilogie me renvoie aux bonnes fêtes de fin d'année, le froid hivernal, l'amitié, l'odeur du popcorn dans les cinémas. Je sais que beaucoup n'aiment pas l'odeur des popcorn, mais moi j'adore. Aujourd'hui, le temps a fait les choses. Ce qui restait du Gandalf Peter Jackson n'est plus et le géant Sauron du capitalisme Amazon s'est emparé de la licence pour en faire ce qu'il veut. Malheureusement, la série Les Anneaux de Pouvoir est l'aboutissement de ce que les producteurs voulaient du Hobbit à l'époque, tandis qu'ils n'ont même pas les droits pour ce qu'ils sont censés adapter. Le Silmarillion ou encore Contes et légendes inachevées. Ils ont juste puisé ce qu'il reste de l'appendice déjà entamé par la trilogie de films précédente. Et là, je vois déjà les gens venir me dire « mais tu juges la série sans l'avoir regardée. C'est bien digne de toi, ça, hein ?» Je ne vous parle pas de la qualité pure de la série. Je vous parle du contexte dans lequel elle a été faite, par qui elle a été rachetée et ce que ça va impliquer dans les années à suivre. Et évidemment qu'elle sera bien faite, enfin au prix qu'elle a coûté, c'était vraiment le minimum qu'on pouvait attendre. Cette série sera sans nul doute très belle, agréable et divertissante à regarder, riche en effets spéciaux réussis et en panorama vertigineux, mais extirpée de la vision profonde de Tolkien, trouvable dans la lettre 131 à Milton Waldman de 1951. Les élites capitalistes se serviront une nouvelle fois d'une franchise qui a bercé notre enfance et celle de nos parents pour imposer leur vision mondialiste et impérialiste comme ils l'ont déjà fait pour Star Wars, pour The Witcher, pour Terminator, pour Marvel et pour bien d'autres. Peter Jackson savait que ce jour arriverait, raison pour laquelle il n'avait pas tout de suite réagi à l'arrivée du teaser de la série, se contentant plutôt du futur film animé. Il le savait, car c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Tout ce qui peut mal tourner, tournera mal. Si plus de gens
chérissaient leur foyer plus que l'or, ce monde serait un endroit plus joyeux.